on vous entend très bien. Bon, ben parfait. Alors, Écoutez, il est l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, bonjour. bienvenue à cette troisième session en direct dans le cadre du MOOC Le tourisme, c'est culturel. Petit point, j'ai regardé tout à l'heure, vous êtes un tout petit peu moins de 5000 à être inscrits, donc je vous remercie. Chaque semaine, on augmente le nombre euh, de, de personnes inscrites, d'inscrits à ce MOOC. Et je pense que ça correspond foncièrement à une vraie question, la relation entre tourisme et culture. Alors la séance de ce soir, la troisième, je vais la consacrer à la troisième semaine du cours consacrée au métier du tourisme culturel. Alors plusieurs questions ont été posées. Et je crois que globalement, la question centrale qui m'est posée aujourd'hui, c'est de dresser un panorama des métiers du tourisme culturel, d'essayer d'en faire une synthèse au regard des différents supports qui ont été mis en ligne et des différentes interviews qui ont été menées avec les acteurs que vous avez, j'imagine, vus en ligne. Alors, on a commencé par Jean-Luc Boulin et Emmanuel Lallemand qui ont parlé du contexte des métiers du tourisme culturel dans les collectivités, dans les territoires, mais également dans les sites culturels et patrimoniaux. Ensuite, on a enchaîné durant cette troisième semaine avec l'interview de Didier Herbillon, qui est le maire de Sedan, avec un petit focus sur les métiers dans les territoires. Ensuite, deux interviews, Jean-François Chougnet et Cécile Roth-Modanez, pour parler des musées, des sites de visite. Et puis ensuite, on s'est intéressé aux entreprises avec François Perrois, la relation avec le visiteur, à la fois Thibaut Manchon, qui est le patron de Cultival, une agence réceptive, qui nous a fait un point sur notamment les métiers de la médiation. Jérôme Denoy, qui est directeur du développement et des partenariats d'achat de livres. On a parlé des métiers, notamment des guides, avec bien sûr le guide du routard, mais pas que. Et puis on a fini par les questions de défricher, entreprendre et innover avec deux invités, Nicolas Barret, qui est le CIO de Unigo, et Emmanuel Marine, directeur général d'Airbnb en France. Voilà. Donc, je vais commencer par dresser un petit panorama des métiers. D'abord pour souligner une question que j'ai abordée avec mes camarades, Longo, Julie Faure et Philippe Verguin lors de chacune des séances. C'est d'abord pour souligner l'extrême diversité du secteur du tourisme culturel. Vous souvenez-vous, lors de la première séance, on a évoqué la question du tourisme culturel comme étant une mosaïque, c'est-à-dire constituée de différents éléments. Et lorsque vous avez suivi attentivement les différents supports de cours, les différents films, vous avez compris que le tourisme est décrit comme étant une chaîne de valeur, c'est-à-dire une association de différents segments. L'Organisation mondiale du tourisme en identifie au moins 12, on peut en identifier d'autres, qui vont des moments où on commence à prendre des informations sur Internet, où on réserve, où ensuite on utilise des modes de transport, on arrive à destination avec l'hébergement, la restauration, toutes les activités culturelles et de loisirs, et puis ensuite le mouvement de retour, c'est-à-dire le passage en douane, les différents modes de transport, et à la fin, bien sûr, tous les métiers liés à la fidélisation de la clientèle, qui est une part non négligeable du secteur. Voilà, donc ça c'est vraiment pour les métiers du tourisme. Petite analyse quantitative, puisque une question, je crois, m'a été sur le sujet. En France, on estime qu'il y a près 1,5 million d'emplois directs qui sont générés par l'activité touristique, et on estime qu'il y a à peu près 500 000 emplois qui sont générés par le tourisme culturel, avec des situations différentes selon les pays, mais on considère à l'échelle mondiale que le tourisme représente environ 10% de la population active mondiale. Donc on estime que c'est entre 250 et 300 millions de personnes qui vivent des activités touristiques dans le monde, ce qui en fait
l'une des industries les plus importantes. Et alors, ce ne sont pas bien sûr des métiers purement culturels, des métiers liés à l'ensemble de la chaîne de valeur touristique dont je vous parle pour cette petite présentation quantitative. En allant un peu plus finement sur du qualitatif, vous le savez, les métiers du tourisme culturel, on a donné plusieurs chiffres, notamment avec Philippe Verguin. Je viens de vous le dire, on estime que c'est à peu près 500 000 personnes qui en France vivent de ce secteur. Et bien sûr, des personnes qui sont de différents statuts, qui travaillent dans différents types d'entreprises, on en a déjà parlé, et qui ont différentes compétences professionnelles. Je vais essayer de vous dresser un petit panorama assez précis de ces différents types de compétences en axant ma réflexion et mon propos de ce soir sur, je vais dire, les 3 ou 4 compétences clés du secteur du tourisme culturel. La première compétence, c'est une évidence, ne jamais oublier que le tourisme, c'est une économie de service. Et la première des compétences, c'est bien sûr la relation avec les clients. Et là, il faut garder à l'esprit que tous les métiers du tourisme culturel qui portent notamment sur la médiation, on a beaucoup parlé aussi, on a présenté le métier de guide conférencier durant cette semaine. Mais tous les métiers de la médiation portent sur cette compétence particulière de la relation client, que les clients soient des clients nationaux ou qu'ils soient internationaux. Donc la compétence de la relation avec le client nécessite aussi l'appréhension de la dimension interculturelle de cette relation. On ne traite pas un client français comme on peut le faire avec un client européen, allemand ou anglais par exemple, et bien évidemment, vous l'avez parfaitement à l'esprit, on ne traite pas non plus de la même façon une relation commerciale touristique avec un visiteur qui est par exemple un visiteur asiatique, puisqu'on a beaucoup parlé des clients chinois depuis un certain nombre d'années. Donc la première des compétences du tourisme et singulièrement du tourisme culturel, celle de la relation client, qui nécessite bien évidemment une deuxième compétence qui est intimement liée. Les établissements culturels doivent également avoir ce qu'on appelle une vraie stratégie, un vrai management, et notamment ce qu'on va appeler une direction des publics, c'est-à-dire une stratégie de développement d'activités, de développement de programmation, de développement d'outils à destination des différents types de clientèle. Et là, ce sont des clientèles qu'on connaît bien, puisque ce sont des clientèles à la fois françaises, avec une typologie très simple, les enfants, disons le public familial, le public des personnes âgées, des retraités, et puis ensuite un ensemble d'autres publics. Je pense notamment, par exemple, au public des entreprises. Et puis, si on s'adresse aux publics étrangers, bien évidemment, il y a des stratégies particulières, promotion des actions culturelles, avec le support d'organismes, c'est peut-être les organismes dont on parlera la semaine prochaine, notamment en lien avec l'international, mais par exemple la TUI France et d'autres. Donc, deuxième compétence, que les établissements culturels et patrimoniaux soient dans la capacité de développer de véritables stratégies de développement touristique avec des métiers qui sont intimement liés, la direction du public, j'en ai parlé, le développement aussi commercial, bien entendu. Donc ça veut dire qu'il faut être présent sur les marchés internationaux, être capable d'aller participer à des salons, d'avoir des vraies stratégies également d'identification sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une compétence totalement indispensable. Et puis le troisième type de compétences dont on peut parler, eh bien, ce sont des compétences liées notamment aux métiers un peu plus scientifiques. Donc c'est, pardon, ce sont des compétences, on en a parlé lors de la séance, notamment avec Philippe Verguin, consacrée aux conservateurs du patrimoine, à d'autres activités professionnelles, la restauration du patrimoine, donc vraiment des compétences liées au maintien du patrimoine dans sa définition originelle, c'est-à-dire la transmission génération future de ce dont nous avons hérité de nos ancêtres. Et donc ça, c'est absolument indispensable aussi de souligner que le tourisme culturel ne peut pas s'imaginer, ne peut pas s'appréhender, ne peut pas se comprendre et ne peut pas se projeter vers l'avenir
sans ces trois types de compétences particulières. Alors en termes quantitatifs, il est toujours un petit peu compliqué d'avoir une analyse très fine parce qu'il n'y a pas d'enquête très précise sur le sujet. Il y a une enquête qui est publiée par la direction statistique du ministère de la Culture, mais notez donc le chiffre d'environ 500 000 personnes qui directement travaillent dans le secteur du tourisme culturel en France. Notez par exemple que pour les guides conférenciers, on estime qu'il y a 10 000 personnes qui sont titulaires d'une carte de guide conférencier en France, mais simplement 3 000 d'entre elles, c'est-à-dire environ un tiers, travaillent véritablement de ce secteur et vivent de ce secteur, avec en gros une moitié qui vivent de cette activité à temps plein et l'autre moitié, disons, d'une activité saisonnière, avec souvent une deuxième activité professionnelle qui est liée à celle de guide conférencier. On peut parler d'artistes, de comédiens, de peintres. On peut aussi parler de journalistes. Bref, plein de gens qui, à un moment ou à un autre, veulent avoir cette médiation à destination de clientèle touristique culturelle. Donc ça, c'est, disons, les trois compétences particulières dont je voulais vous parler. Et puis, un dernier sujet en termes de métier, eh bien, ce sont aussi tous les métiers liés à la dimension territoriale, c'est-à-dire l'ensemble des collectivités qui, en France, nombreuses, plus de 36 000 communes, plus de 10 000 établissements de coopération intercommunale, les régions, les départements, etc., ont vocation à des vraies stratégies à la fois de développement, alors ça peut être du développement commercial, mais aussi de soutien aux activités. Ce sont les relais, par exemple, pour les créateurs d'entreprises, et Dieu sait que les créateurs d'entreprises sont extrêmement nombreux dans le secteur du tourisme culturel. Donc ce sont aussi ces collectivités qui peuvent initier des dynamiques territoriales, et c'est le dernier petit exemple que je veux présenter devant vous à la réponse à cette première question. C'est par exemple tous les initiatives, toutes les initiatives qui existent à l'échelle des territoires, notamment pour développer des plateformes d'innovation où on soutient des startups qui, souvent de façon indirecte, travaillent avec le secteur du tourisme culturel. L'un des exemples les plus passionnants est celui de l'incubateur qui est à Nîmes, qui s'appelle l'Open Tourism Lab et qui soutient beaucoup de startups, une quinzaine de chacune des promotions, qui travaillent notamment avec les grands acteurs culturels de la région Occitanie, mais pas que, mais par exemple avec les grands sites culturels que peuvent être les arènes de Nîmes, le pont du Gard ou autres. Et donc là, on est vraiment sur des nouvelles dynamiques territoriales. Ça existe en France, ça existe dans beaucoup de pays francophones. Je pense notamment, bien entendu, au Canada, avec le Montréal dont on parlera la semaine prochaine. Ça existe aussi dans d'autres pays francophones, auxquels souvent on songe un tout petit peu moins. Mais par exemple, un pays qui est particulièrement dynamique dans le soutien des startups, de la nouvelle économie, de la création de valeur autour du numérique notamment. Je pense par exemple au Bénin, en Afrique subsaharienne, et également à d'autres pays, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, qui sont également dans ce type d'initiative. Donc, vraiment une multitude, une pléthore d'activités professionnelles, mais voyez toujours avec en filigrane cette notion de relation client, de positionnement au regard d'une stratégie développée par des établissements culturels, avec des métiers qui sont apparus nouveaux, et enfin, bien sûr, tout ce qui porte autour de l'innovation et du financement de cette innovation. Voilà en gros un petit panorama tel que je souhaitais vous le proposer en réponse à la question que je sentais apparaître dans les différents témoignages qui ont été apportés durant la semaine. Je vois une question qui apparaît là de Monsieur Repès qui pose: dans les médias sociaux, tourisme et culture, intégrez-vous les fabricants de souvenirs en tout genre, livres, cartes postales, etc. Bien évidemment, l'entretien avec Jérôme Denoy d'Hachette Livre vous montre que, bien sûr, tous les métiers de création, de diffusion de guides
sont des métiers qui intègrent bien sûr cette économie du tourisme culturel. Et puis d'un autre côté, bien sûr, dans les destinations, tous les magasins qui vendent des souvenirs, qui vendent alors ça peut être des mugs, ça peut être toutes sortes de supports, bien sûr, contribuent à cette activité, contribuent à la dynamique économique territoriale. Donc, bien sûr, on intègre cette réflexion au métier. J'ai parlé la semaine dernière des retombées économiques, par exemple des grands festivals, en identifiant entre 2 et 3 000 grands festivals en France. Certains m'ont posé des questions, m'ont dit qu'il y en avait plus de 20 ou 30 000. Oui, je n'ai pas parlé de l'ensemble des festivals existants en France, bien évidemment, mais ce sont des métiers qui ont un lien tout à fait direct avec cette économie. Une autre question est posée à l'instant par un interlocuteur, F. Voineau, donc je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame. Un guide conférencier diplômé en France peut-il travailler à l'étranger avec sa carte, et quel est, selon vous, le cursus idéal pour devenir guide conférencier? Alors, d'abord, je vous remercie de votre question. Alors, je vais vous répondre en 2 temps, puisque vous me posez 2 questions. Oui, normalement, un guide conférencier diplômé en France peut travailler dans l'ensemble des pays membres de l'Union européenne, puisque le statut de guide conférencier est né d'une directive européenne de 2010 avec une interprétation dans la législation française en 2011 et une réadaptation en 2016 au regard du débat qui a duré plusieurs années de l'évolution des professions réglementées en France. Donc, un guide conférencier diplômé en France peut travailler dans les pays membres de l'Union européenne à une certaine condition, c'est celle de la réciprocité du statut de guide conférencier. C'est-à-dire que normalement, le statut conféré par le diplôme en France doit être reconnu par l'ensemble des autres membres de l'Union européenne. C'est difficile de le faire valoir encore aujourd'hui, il faut être tout à fait honnête, puisque des guides conférenciers étrangers qui accompagnent des groupes en France par des démarches notamment auprès des services des institutions ou des préfectures obtiennent un statut de guide conférencier, il est plus difficile à ma connaissance pour des guides conférenciers français d'obtenir la réciprocité dans un certain nombre de pays, mais normalement le statut peut permettre de travailler ensemble des pays membres de l'Union européenne. Deuxième petite question sur le meilleur cursus pour obtenir ce statut de guide conférencier. Alors, je ne vais pas défendre les couleurs de l'établissement où j'ai eu l'honneur d'enseigner depuis 22 ans, mais sachez que j'ai créé il y a de nombreuses années une licence professionnelle guide conférencier. Je pense qu'elle fait partie disons, des meilleures formations en France. Il y en a d'autres, bien évidemment, dans toutes les régions. Si vous le souhaitez, je mettrai à votre disposition une carte qui présente l'ensemble des formations dispensées par des établissements universitaires, bien sûr par le CNAM, mais d'autres universités, à la fois en région parisienne, mais aussi dans l'ensemble des régions françaises. Et ce sera à vous de voir quelles sont les plus proches de chez vous et quelles sont les formations qui répondent le plus à vos aspirations. Cependant, petit détail, il faudra que vous ayez à l'esprit 2 éléments clés. Le premier élément, c'est les compétences qui sont enseignées dans ces formations, et notamment une compétence clé en dehors de la maîtrise linguistique, c'est celle de l'entrepreneuriat et de la création d'entreprises. Et puis la deuxième question clé pour bien choisir sa formation, c'est le soutien des professionnels et le lien avec les entreprises du territoire. Et vous savez que le métier de guide conférencier est un métier principalement exercé aujourd'hui par des petits entrepreneurs qui passent des contrats de travail, des prestations ou des CDD avec des offices de tourisme, avec des agences réceptives, avec des tours opérateurs, avec des établissements culturels et patrimoniaux. Et donc, il faut être particulièrement attentif à cette relation avec le milieu professionnel. Voilà pour la réponse que je pouvais apporter à ce sujet des guides conférenciers. Je vois aussi, Boris, vous pouvez peut-être me poser une question qui vient d'être posée. Alors la question est, la France a le label de pays d'art et d'histoire, ne faudrait-il pas créer dans chaque région de France une école
de transmission de l'histoire concernant son propre patrimoine? Alors, le label Ville et Pays d'art et d'histoire existe, bien entendu. Il y a un peu moins de 200 villes qui ont ce label en France. C'est absolument remarquable. Et notez que pour obtenir un label aujourd'hui de ville et d'histoire, il faut se doter notamment d'un centre d'interprétation du patrimoine, de l'architecture du patrimoine, ce qui permet de lancer des recherches à l'échelle de ces territoires et surtout d'accueillir des visiteurs, c'est-à-dire d'avoir une vraie stratégie de médiation. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Faut-il créer des écoles de transmission de l'histoire patrimoniale? Je n'en suis pas totalement convaincu. Bien sûr, il y a beaucoup de formations qui sont spécialisées dans le sujet, qui sont excellentes. Vous savez, en France, on a la culture, disons, des formations savante. Donc, il y a beaucoup de formations excellentes dans toutes les régions, dans les universités, dans les écoles, dans les écoles des beaux-arts également, la dimension artistique. Je ne suis pas certain aujourd'hui qu'il faille recréer de nouvelles écoles sur le sujet. Je pense que la vraie carence, puisqu'on parle des métiers et des formations, aujourd'hui, c'est de former vraiment au métier. C'est-à-dire qu'on a des formations très généralistes, mais on a peu de formations très professionnalisantes dans le secteur du tourisme culturel. Donc c'est peut-être aussi un lien avec une autre question qui m'a été posée, c'est vous parler une sorte de panorama des formations, notamment à niveau licence et master, pour répondre un petit peu à la fois au flux et aux potentialités du marché. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet il y a une dizaine d'années. En France, on avait identifié dans le cadre d'un réseau que j'avais créé avec d'autres acteurs du tourisme en France, qui s'appelait l'Institut français du tourisme. On avait beaucoup travaillé sur les formations du supérieur dans le secteur du tourisme. On avait identifié à peu près environ 80 licences professionnelles et une centaine de masters. Donc, j'imagine que le n'a pas diminué, bien loin s'en faut. Et on avait identifié un vrai hiatus entre le nombre de ces formations, notamment à niveau master, c'est-à-dire plus 5, et le nombre d'emplois disponibles sur le marché. Donc, on était arrivé à une conclusion, c'est que vraisemblablement, il y avait peut-être trop de formations à niveau master et pas assez de formations professionnalisantes répondant aux métiers existants sur le terrain. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense que le vrai enjeu pour beaucoup de territoires, ce n'est pas tant de créer de nouvelles formations, mais de créer ou d'adapter des formations aux besoins du marché en travaillant à fond sur les compétences professionnelles. Voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un enjeu clairement posé à la fois au ministère qui donne des agréments de mission, aux écoles, ça peut être des grandes écoles de culture, l'IFP, l'école du Louvre ou autres, mais surtout les établissements de formation, les universités ou des écoles privées, puisqu'il n'y a pas de prérogatives publiques ou privées en la circonstance, mais vraiment avec cette vraie volonté de répondre aux besoins du marché, parce que je crois que aujourd'hui, c'est bien la logique du marché de l'emploi qui doit influencer les formations à tout niveau. Je vous rappelle simplement que 80% des emplois dans le domaine du tourisme, quelles que soient les activités du tourisme, et c'est vrai aussi pour le tourisme culturel, sont des emplois intermédiaires, c'est-à-dire au niveau maximum Bac+2, Bac+3. Voilà, donc c'est une autre réalité du marché. Voilà ce que je pouvais dire, cher Boris, en réponse à la question qui a été posée. Autre question d'un internaute en matière de compétences. Comment ? Alors. Le son de votre micro n'est pas très bon, cher Boris. Du coup, je vous l'écris dans la zone de discussion.
D'accord, donc je vois le sujet. Animateur du patrimoine demande un travail de terrain avec une animation d'atelier pédagogique, montage de dossier, demande de subvention à long terme. Vous avez tout à fait raison. C'est la différence entre les deux métiers de médiation, hein, le guide conférencier où on accueille des visiteurs, où on crée des circuits, mais on est entrepreneur hein, globalement, et le métier d'animateur du patrimoine où on est rattaché davantage à un site, une activité, et là on travaille avec l'ensemble des acteurs de ce territoire, notamment les milieux scolaires avec les animations d'ateliers dont vous parlez, les ateliers pédagogiques, mais aussi, bien sûr, avec des démarches pour essayer de créer des dynamiques territoriales, c'est-à-dire notamment monter des demandes de subventions, quelles qu'elles soient, des subventions européennes, des subventions nationales, des subventions régionales. Je vous rappelle simplement que dans beaucoup de régions aujourd'hui en France, il y a des dispositifs de financement régionaux qui existent, notamment sur des structurels européens, et beaucoup de régions aujourd'hui me disent régulièrement qu'elles ne trouvent pas de bons projets pour dépenser ces subsides européens. Donc ça veut dire qu'il y a sans doute ici matière à réflexion pour vous. M'écoutez, vous qui assistez à cet échange, il y a sans doute des perspectives pour vous d'aller chercher des subsides si bien sûr vous êtes porteur de projets de développement, de création de valeur ou de création d'entreprise. Voilà. Et puis, autre question qui est posée via Boris, comment il doit prendre le langage si particulier pour les demandes de subventions? Ben là, il n'y a pas de miracle, hein. C'est d'abord une expérience de terrain, et puis il y a quand même quelques petits séminaires de formation qui peuvent vous être utiles. Alors, si vous travaillez dans les collectivités, je vous encourage notamment à regarder le catalogue CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale, hein, qui est pertinent pour vous, puisque vous avez beaucoup de formations très pratiques sur ces sujets-là. Et puis, vous avez aussi parfois des ateliers encadrés par des services régionaux pour vous aider à remplir des demandes de subventions, et notamment dans le cadre de subventions par le biais des fonds structurels européens. Voilà, donc si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à me les poser, bien entendu. Et si vous avez vraiment des questions extrêmement précises sur un sujet très particulier, vous m'envoyez un mail ou vous essayez de rentrer en contact avec moi. J'essaierai de vous mettre en relation éventuellement avec les bonnes personnes sur les bons territoires. Voilà, je vois une autre question, cher Boris. Réessayez votre micro, voir si il fonctionne. Alors, la question est, les expériences proposées par Airbnb sont-elles payantes? Cette prestation peut-elle faire concurrence au guide conférencier? Alors, votre micro n'est toujours pas d'extrême qualité ce soir, mais j'ai bien compris la question, et d'autant plus que je l'ai lu en même temps. Alors, la question de Airbnb est une question tout à fait intéressante. J'ai souhaité rencontrer Emmanuel Maril d'abord parce que je pense que c'est un acteur aujourd'hui, non pas Emmanuel bien sûr, mais Airbnb, un acteur incontournable à l'échelle des grandes métropoles, mais avec des développements dans des villes de taille plus modeste. Et je trouve que cette démarche méritait d'être explicitée devant vous. Alors Airbnb Experience, vous avez compris, c'est en gros permettre à des gens qui dorment dans des hébergements qui sont sur la plateforme disponible Airbnb, ben c'est leur permettre ensuite d'avoir des activités de loisirs culturels. Et donc, bien sûr, ce sont des activités principalement marchandes et beaucoup de guides conférenciers. Moi, je vais vous donner un exemple. Hein, beaucoup des guides conférenciers que nous formons au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers à Paris, à Bordeaux, dans l'est de la France, bientôt en Bourgogne-Franche-Comté, ben, beaucoup de ces guides conférenciers mettent une partie de leur offre sur Airbnb et sont sélectionnés pour offrir des activités à forte valeur ajoutée dans un certain nombre de destinations. Alors, je ne dis pas que c'est une panacée, mais je voulais que vous le sachiez, que vous sachiez que ça existe parce que c'est une dynamique, c'est une évolution marché. Les plateformes de voyage sont incontournables aujourd'hui. Il faut savoir, bien sûr, que ça existe sur Airbnb. Vous avez d'autres plateformes qui existent aussi, hein, il faut le savoir. Vous pouvez aussi vous connecter sur
la plateforme de la Fédération nationale des guides, interprètes et conférenciers, FNGIC, sur les plateformes aussi régionales. Je pense par exemple en Nouvelle-Aquitaine, vous avez l'AGK, qui est l'association des guides conférenciers de Nouvelle-Aquitaine, qui aussi vous permet d'avoir un lien direct avec l'offre des guides conférenciers à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, sachez que vraiment, vous avez tout un dispositif pour réserver, pour connaître ces offres, mais qui sont des offres marchandes, bien entendu, puisque c'est un service offert par un professionnel. Il ne faut pas confondre avec les greeters, qui sont là des membres d'associations qui accueillent bénévolement dans des villes et font découvrir bénévolement dans des villes le patrimoine et qui organisent des visites gratuites aux visiteurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Voilà, je vois une dernière question sur Airbnb que Boris vient d'envoyer. Airbnb, c'est de l'argent de poche, mais ça ne peut pas devenir un emploi CDI à part entière. Alors, vous savez, on est dans une économie un peu particulière. Bien sûr, vous avez des contrats de travail qui sont en pleine évolution, hein, donc vous avez des CDI qui existent dans les grandes entreprises, que ce soit des entreprises culturelles et patrimoniales, que ce soit des agences de voyage, des tours opérateurs, mais de plus en plus, beaucoup d'activités du tourisme et notamment du tourisme culturel sont externalisées. On fait appel à des prestataires qui sont des travailleurs indépendants et qui apportent des prestations. Donc, eh ben, il faut considérer que l'offre sur Airbnb, c'est dans cette logique-là que ça fonctionne. C'est-à-dire, ce sont des prestations apportés par notamment des guides conférenciers qui sont des petits entrepreneurs avec différents statuts, auto-entrepreneurs qui ont créé des SAS ou autres et qui, une partie de leur temps, vont travailler avec les clients Airbnb, mais accompagner éventuellement avec des offices, des tours opérateurs, avec une réceptive. Bref, c'est un peu la diversité, c'est un peu la mosaïque dont nous parlons depuis maintenant 3 semaines. Donc, bien sûr, c'est plus que de l'argent de poche, mais ça n'est pas une garantie de CDI, c'est une garantie de revenus qui permettent de diversifier pour les auto-entrepreneurs ou les petits entrepreneurs les sources de revenus. Et je pense qu'il faut savoir que ça existe et que beaucoup réussissent à vivre de cette activité grâce à cette diversité de prescripteurs, c'est-à-dire de clients, hein, qui permettent d'accueillir des groupes et des visiteurs. Alors, une question transmise également par Boris, qui a un souci de micro, mais qui n'a pas de souci de clavier visiblement, puisqu'il tape très rapidement les questions qui sont posées. J'aimerais devenir consultant en ingénierie culturelle pour les parcs d'attractions. Y a-t-il un parcours d'apprentissage idéal pour cela? Oui, il y a des parcours sur l'ingénierie touristique. Donc là, ce sont des parcours tendus. Moi, j'ai créé un master spécialisé au CNAM en management de patrimoine touristique et culturel. Donc on pourra en reparler. Une formation idéale, bien entendu, mais vous avez des parcours qui sont tout à fait intéressants, sachant que généralement l'ingénierie culturelle est destinée aux personnes qui ont un parcours déjà dans des entreprises et qui passé un certain âge, veulent devenir indépendants pour apporter les compétences pour soit rédiger des appels d'offres, soit y répondre, et puis aider les entreprises à réfléchir, à innover, à développer de nouvelles structures. Quel est le parc d'attractions le plus exemplaire aujourd'hui en France pour la mise en lumière de notre patrimoine? Alors, vous savez, il y a de parcs. Le parc d'attractions qui connaît les lumières de la gloire et de la renommée à l'échelle mondiale depuis de nombreuses années, c'est le Puy du Fou, vous savez, qui a été élu de nombreuses fois le parc le plus accueillant et à la meilleure qualité dans le monde depuis une dizaine d'années. Donc je vous répondrai le Puy du Fou, même si le contenu scientifique peut être contesté, et l'est, hein, bien entendu, mais sur la forme, plus que dans le fond, plus que sur le fond, sur la forme, c'est un excellent parc qui permet d'avoir notamment une relation client qui est absolument magnifique. Et puis sur
d'autres structures sur la valorisation du patrimoine, bah, vous en avez quantité. Moi, je suis tout à fait client, si j'ose dire, d'un certain nombre d'artefacts qui ont été recréés. Je pense notamment à l'Esco et à la caverne du Pont d'Arc en Ardèche, donc Lascaux 4 en Dordogne, qui vous permettent également d'avoir une déambulation dans un patrimoine formidable, l'art pariétal, et avec un confort de visite et un confort visuel absolument remarquable. Donc ça, c'est par exemple des choses qui sont tout à fait intéressantes et je pense qui sont tout à fait exemplaires en France. Mais je cite 3 exemples. Il y en a tellement, tellement que je ne peux pas répondre à cette question avec exhaustivité, puisque on parle de parcs d'attractions, on pourrait parler plutôt de sites. Donc les parcs d'attractions, il y en a quand même peu, mais des sites exemplaires, il y en a beaucoup. Voilà, Boris me dit peu de temps, il reste 4 minutes. Peut-être une dernière question, cher Boris. Si vous avez sous les yeux une question qui aurait été posée par les internautes qui aurait échappé à ma sagacité et à ma lecture. Alors, comment peut-on devenir rédacteur de guide de voyage? Quelle formation suivre? Journalisme spécialisé. Alors, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de blogs qui existent sur Internet. Et donc, beaucoup de guides de voyage, guides internationaux, Lonely Planet, le guide français, le guide du routard, un grand week-end, etc. Identifier les personnes qui ont du talent de rédaction, d'ouvrir leurs yeux, qui sont capables de transmettre des informations. Il n'y a pas de formation idoine, il y a beaucoup de journalistes, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de journalistes en France qui tirent un peu la langue et qui euh, travaillent pour les guides de voyage, hein, parce que bien sûr ce sont des pigistes, donc ils vont travailler par exemple 15 jours ou un mois pour la rédaction, l'actualisation d'un guide de voyage. Moi je vous encourage, si vous le souhaitez, bien sûr, à regarder d'un peu plus près, à écouter d'un peu plus près l'entretien avec Jérôme Denoy, le directeur du développement des partenariats d'achat. Il n'y a pas de formation particulière, mais regardez aussi, par exemple, tous les blogs de voyage qui peuvent exister et les sites, notamment des blogs qui sont présents sur LinkedIn, vous verrez une diversité absolument formidable. Voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont principalement des auteurs, principalement des journalistes qui actualisent les guides de voyage, mais il faut garder à l'esprit aussi que rédiger un guide de voyage, c'est beaucoup de temps, hein, c'est 3 mois au moins de présence sur un site, c'est beaucoup d'heures de rédaction pour des revenus relativement modestes, donc c'est difficile de vivre de sa plume dans ce contexte-là. C'est pour ça que ceux qui gagnent le plus d'argent dans le monde du voyage et dans le monde du voyage culturel pour retransmettre des informations aujourd'hui, ce sont des blogueurs qui sont sponsorisés par leur page de publicité. Quelqu'un qui va rédiger 300 pages au tarif pigiste. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je pense qu'il est à peu près l'heure, cher Boris, de conclure. Je vous remercie, Marie-Jude, de votre commentaire. Je vous remercie de votre attention à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous donc mardi prochain, j'allais dire même endroit, même heure, hein, 18h, pour le 4e, le tour du tourisme culturel international. Et là, on essaiera d'aller voir les meilleurs exemples tels que nous l'avons souhaité avec Nicolas, Julie et Philippe, en Europe, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, au Canada, et puis également dans des régions, disons, un peu du nouveau monde culturel, notamment le proche Moyen-Orient, avec le Louvre à Abu Dhabi. Et puis on finira avec Nicolas Lefebvre sur la question du tourisme culturel comme un élément de soft power, c'est-à-dire d'influence diplomatique et d'influence économique. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci Boris pour votre vitalité malgré un micro déficient. Bonne semaine à toutes et à tous et bien